à notre webinaire avec Forcy Power, qui est une société qui conçoit, vend, produit des systèmes de batterie, notamment pour des véhicules électriques. Et l'objet notamment de ce webinaire, c'est de parler de l'augmentation de capital qui est proposée jusqu'au 17 juin. Donc pour en parler, on va faire le point avec les dirigeants que je vais laisser se présenter et qui prendront la main ensuite directement sur la présentation. Merci beaucoup Jean-Baptiste, merci de nous accorder cette heure de présentation cet après-midi. Donc, tout d'abord, je me présente, Christophe Gürtner, je suis le président et fondateur de Forcy Power. Et à mes côtés, aujourd'hui, Sophie Tricot, en charge des relations investisseurs, des affaires publiques et du développement durable. Et Franck Meyer, directeur financier du groupe. Alors, nous allons présenter la société, son actualité, ses perspectives et puis bien sûr l'opération qui est en cours d'augmentation de capital. Et pour ce faire, je vais laisser Sophie démarrer la présentation et ensuite ce sera Franck qui poursuivra pour les éléments financiers et je répondrai ensuite à vos questions. Merci Christophe. Donc, pour commencer, on refait le point un petit peu sur la société Forcy Power, ce que nous faisons. Donc, Forcy Power est concepteur et fabricant de systèmes de batterie pour l'électromobilité, mais pour des véhicules très particuliers, des véhicules commerciaux et industriels. Vous entendez sûrement parler beaucoup de gigafactory, de batteries. Nous ne sommes pas une gigafactory. Nous, notre métier, c'est vraiment de concevoir un système. Donc, on va prendre des cellules depuis les gigafactories qui sont pour nous une commodité, un composant du système de batterie. Et ensuite, on va équiper des grands constructeurs dans le monde ferroviaire, des bus, des camions, des engins non routiers et des véhicules légers commerciaux. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Une des grandes forces de Forcy Power, c'est vraiment d'intégrer l'intégralité des compétences en ingénierie nécessaires pour la conception des packs et systèmes de batterie. Ça va de l'expertise électrochimique, une véritable connaissance et une sélection des meilleures cellules disponibles sur le marché, jusqu'au développement des cartes électroniques, mais aussi des logiciels qui vont composer l'intelligence du système de batterie. Nous avons des ingénieurs en conception mécanique qui vont choisir les meilleurs matériaux et formats pour qu'on ait des systèmes de batterie les plus robustes possibles. Des ingénieurs en modélisation qui vont prédire les performances des batteries et également des ingénieurs en sécurité, à la fois la sécurité hardware, mais également la cybersécurité qui est un enjeu fondamental pour les systèmes de batterie de demain. Quelques références clients ici. Donc, nous accompagnons de grands clients internationaux partout dans le monde. Vous voyez sûrement des noms connus ici sur 5 grands segments de marché. Alors, le premier, c'est le bus. Vous voyez là une grande variété de clients que nous accompagnons. Également dans le segment de marché des camions, qui est un segment adjacent à celui du bus. On est sur des véhicules routiers avec parfois des caractéristiques un petit peu similaires. Nous sommes également très présents sur le marché ferroviaire avec une ambition de devenir vraiment numéro 1 sur ce marché. Nous travaillons avec de grands constructeurs comme Alstom, Skoda récemment pour lequel nous avons fait des batteries pour des trains 100% de batterie, donc des équivalents de TER. Mais aussi une annonce faite récemment avec Medcom. Alors, Medcom est peu connu du grand public, mais c'est vraiment une référence dans le domaine ferroviaire. C'est un groupe polonais qui fait des systèmes de traction et nous travaillons avec eux pour fournir les systèmes de batterie pour 55 véhicules, 55 tramways pour une grande ville des États-Unis. Donc, beaucoup de projets ferroviaires à la fois en Europe, en Amérique du Nord et également pas mal de développement en Asie qu'on espère pouvoir annoncer bientôt. Un segment également qui est en très fort développement, c'est celui des véhicules de construction, des véhicules off-highway de manière générale. On a en référence un certain nombre de clients et il y en a encore beaucoup d'autres qui sont également actuellement en cours de qualification. Et enfin, le segment des véhicules légers. Alors, ce sont pas des scooters que vous voyez, des scooters bas de gamme et
plutôt individuels. On est plutôt sur des véhicules de 2, 3, 4 roues légers qui vont avoir un usage intensif et commercial, et également sur un certain nombre de véhicules un petit peu plus premium, comme les motos Kawasaki par exemple. Donc une grande variété, beaucoup de complémentarité dans les segments de marché que nous adressons, avec des segments qui sont plus ou moins matures et qui permettent en fait de diversifier le chiffre d'affaires de Forsee Power et vraiment d'aller vers une croissance de chiffre d'affaires et une grande diversité. Aujourd'hui, Forsee Power est numéro 1 mondial sur le marché du bus électrique, en mettant de côté la Chine, qui est un marché très à part, avec plus de 10 ans d'avance sur le reste du monde. Ce sont 4500 bus électriques qui sont équipés avec des batteries Forsee Power. Nous sommes également très bien positionnés sur le marché de la construction, des véhicules légers sur la partie asiatique. Forsee Power, c'est un groupe qui rassemble plus de 700 personnes. Nous avons 5 usines sur 3 continents. On les présentera juste après. Et beaucoup d'ingénieurs parce que nous sommes une entreprise innovante qui a besoin d'anticiper, d'innover les produits de demain, mais également d'accompagner tous nos clients sur leurs projets actuels. Donc 160 ingénieurs répartis dans 3 centres de R&D en France et également en Chine. La carte du monde, donc là, avec Christophe et Franck, nous sommes au siège de Forsee Power à Paris, qui abrite également un centre de R&D global. Nous avons un autre centre de R&D dédié au marché ferroviaire qui est basé à Lyon, un gros site de production à Poitiers face au Futuroscope, un petit site également en Europe qui est en Pologne pour des petits systèmes de batterie. Nous avons une usine de production en Inde pour le marché indien, un hub industriel et de développement également en Chine pour toute la zone Asie-Pacifique. Nous avons un laboratoire et des bureaux au Japon également pour accompagner nos clients japonais. On a beaucoup de clients japonais et on a besoin d'avoir cette proximité avec eux, d'avoir un laboratoire de R&D pour les accompagner dans leur développement et faire des tests au fur et à mesure de l'évolution des projets. En Australie, on se développe beaucoup en Australie, notamment avec un des leaders du bus électrique en Australie, également des projets miniers qui sont en projet. Et nous avons donc un partenariat avec une entreprise qui assure la maintenance de nos batteries, également le recyclage, la seconde vie des batteries à l'avenir. Et enfin, aux États-Unis, une usine à Columbus en Ohio que nous avons inaugurée en 2024 pour servir un marché nord-américain et notamment le marché des États-Unis, où nous sommes donc Buy America Compliant, c'est-à-dire qu'avec une présence industrielle aux États-Unis, nous pouvons adresser les marchés publics locaux. Nos usines, elles sont très belles déjà, et elles sont évolutives. C'est-à-dire que nous avons conçu nos usines pour pouvoir absorber la croissance de demain et avec des investissements CAPEX qui vont évoluer en fonction des besoins du marché. Aujourd'hui, on produit à 1/3 de nos capacités installées. Donc, on peut tripler encore le chiffre d'affaires avec très, très peu d'investissements complémentaires. On a une grande complémentarité d'usines et une grande polyvalence. C'est-à-dire qu'on va pouvoir produire le même pack batterie à Chasseneuil-du-Poitou, à Zhongshan en Chine ou à Columbus en Ohio pour accompagner nos clients internationaux. Et la manière dont sont conçues en fait nos usines, c'est qu'on a une première partie de l'usine où on va avoir un assemblage des cellules électrochimiques qui est automatisé. Et derrière, on a des lignes qui sont plutôt manuelles pour finaliser les packs de batterie avec beaucoup de contrôle qualité, puisqu'on est sur des métiers qui sont extrêmement exigeants, très complexes. Ce n'est pas forcément le même processus industriel que pour des batteries de voitures, par exemple. C'est vraiment, il y a des attentions particulières à la qualité. Et donc, on a des lignes qui sont plutôt manuelles, mais qu'on va pouvoir en fait dupliquer très facilement. Et c'est là où la montée en production peut se faire avec un investissement très limité. Accélérer l'électrification, démocratiser l'électrification, c'est vraiment notre métier. Et je le disais tout à l'heure, on a des segments de marché qui sont extrêmement complémentaires et à des niveaux de maturité différents. Le bus a un peu ouvert la voie sur l'électrification des mobilités hors voiture. C'est un véhicule qui aujourd'hui est avantageux en termes économiques par rapport à une motorisation thermique. Et au fur et à mesure, voilà, il y a de plus en plus de développement sur les autres segments de marché que nous adressons avec, vous le voyez là, donc des niveaux de maturité différents. Et ça, c'est très important pour venir nourrir la croissance de Forsee Power
et pour la diversification également de notre chiffre d'affaires à venir. Forsy Power, c'est un groupe qui est innovant, hein, on est sur des métiers extrêmement technologiques et depuis notre création en 2011, on a eu de cesse d'innover avec l'équipement des premiers bus électriques en Europe et en Amérique du Nord. En 2013, c'est suivi les premières solutions de recharge d'opportunité, donc la recharge en bout de ligne. Nous avons été également les premiers à proposer des packs en cell-to-pack, avec des cellules LG qu'on intégrait directement dans des packs batteries sans passer par la case module, donc en gagnant en fait en densité d'énergie dans les packs. En 2021, on a lancé le format Slim, qui était le format le plus plat au monde pour les véhicules lourds, avec des systèmes en fait très très plats qui peuvent s'intégrer dans les châssis. Parce que les véhicules ont été conçus à l'origine pour des motorisations thermiques, mais aujourd'hui, il faut intégrer de la batterie sans prendre de la place pour de la charge de marchandises ou de la charge de passagers. Et ces formats Slim sont vraiment des solutions qui sont très très intéressantes et qui suscitent beaucoup d'intérêt des constructeurs pour les intégrer directement dans le châssis. En 22 a suivi un format Plus, qui est un format extrêmement modulaire, avec différentes énergies embarquées selon les besoins des constructeurs. En 23, on a travaillé beaucoup sur la connectivité au cloud des systèmes de batterie, des BMS qui vont pouvoir en fait transmettre de la donnée à distance, et notamment pour des besoins de maintenance préventive ou de maintenance à distance, plutôt que de mobiliser tout de suite une équipe qui va se déplacer vers le véhicule et la batterie. On va pouvoir faire de l'analyse et parfois de la réparation à distance. Donc, on gagne beaucoup de temps aussi et on mobilise moins longtemps les véhicules. En 2024, on a sérieusement démarré de manière intensive des travaux autour de la cybersécurité et on a également lancé le premier pack batterie, pas que le nôtre, européen avec une technologie LFP pour les véhicules lourds. Donc, vous voyez beaucoup d'innovation et ça ne va pas s'arrêter là puisque la feuille de route est encore très complète pour la suite. Optimiser la performance, c'est vraiment notre raison d'être. On doit travailler main dans la main avec les constructeurs pour leur permettre ce passage à l'électrification et puis aussi permettre une adoption facilitée par les opérateurs et les utilisateurs. Nous avons une expertise cellule qui est peut-être inégalée en tant qu'intégrateur de systèmes de batterie. On a une base de données de plus de 680 cellules disponibles sur des technologies et des formats extrêmement variés. Ce sont des technologies qui sont disponibles aujourd'hui, mais ce sont aussi les technologies de demain. C'est-à-dire qu'on travaille avec des fournisseurs, par exemple, vous entendez parler de Solid State, de Sodium Ion. On est déjà, nous, en lien avec ces fournisseurs pour pouvoir tester et qualifier les technologies qui sortiront demain. Ce sont plus de 75 fournisseurs avec lesquels on travaille et évidemment beaucoup d'équipements qui nous permettent en fait de tester de la cellule au système. Donc, ça nous fait gagner du temps dans les développements. On peut internaliser un certain nombre de tests et ça, c'est très précieux. L'innovation, elle passe aussi par le BMS et l'amélioration du BMS. Le BMS, c'est le Battery Management System. C'est le système de gestion de la batterie et c'est le cerveau du système de batterie. C'est ça qui le rend intelligent et c'est ça qui va assurer la sécurité, mais aussi la performance des systèmes de batterie. Aujourd'hui, on a différentes plateformes de BMS, des BMS pour le rail, pour les véhicules lourds, pour les véhicules légers, qui peuvent gérer un certain nombre de tensions et d'électrochimie. Je ne vais pas aller trop dans le détail, mais pour résumer, aujourd'hui, on va dire 3 grandes plateformes de BMS et on travaille actuellement à fusionner ces BMS pour ensuite ajouter des fonctionnalités selon les applications qui vont être utilisées. Ça va nous permettre en fait de gagner en temps de développement, de gagner en coût de développement et pendant ce temps-là, on peut développer des algorithmes encore plus puissants et travailler à la sécurité des systèmes de batterie. Donc, beaucoup d'innovation avec une première plateforme commune attendue pour 2027. Là, c'est pour illustrer aussi notre capacité à travailler en collaboration avec soit des constructeurs ou des opérateurs de transport ou même l'ensemble. Et là, on travaille actuellement sur un système de drone de reconnaissance pour les voies, pour la sécurité des voies avec la SNCF. Et en fait, on va adapter une de nos technologies pour
intégrer nos systèmes de batterie à ces drones qui sont totalement autonomes, qui vont se charger et circuler sur les voies de manière autonome pour s'assurer qu'il n'y a pas d'objets sur les voies, d'animal avant le début des opérations de la SNCF le matin. TGV principalement. Et sur les lignes à grande vitesse, Ouais. tout à fait. Ouais. Avec plusieurs centaines de drones potentiellement qui pourraient être mis en service dans les années à venir. J'ai beaucoup parlé de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est une opération boursière, donc je laisse la place à Franck pour les éléments financiers. Merci Sophie. Donc nous avons lancé cette augmentation de capital dont l'objectif est de 20 millions. Donc le carnet d'ordre est ouvert jusqu'au mardi prochain. Donc 20 millions qui seront principalement destinés à 70% à l'innovation. Comme vous l'expliquez Sophie, nous avons une politique d'innovation extrêmement forte, nécessaire pour assurer à la fois l'amélioration continue de nos produits et préparer les futures générations. Donc 70% des fonds levés dans cette augmentation de capital iront à cette innovation, à un financement de l'innovation. Et 30%, c'est sur les sites industriels existants, même si nous avons maintenant notre plateforme industrielle qui est prête en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les gros CAPEX sont derrière nous, mais nous avons quand même, ça fait 5 usines, donc nous avons toujours quelques CAPEX à faire dans les quelques années qui viennent. Ça peut être des labos, ça peut être de la maintenance, ça peut être de la sécurité. Voilà, donc c'est 30% de ces 20 millions. Donc 20 millions qui sont extensibles à 23 millions au prix de 0,41 centimes l'action, voilà, avec suppression du droit préférentiel de souscription. Cette augmentation de capital, elle s'inscrit dans une stratégie globale de financement. Nous avons commencé à mettre en place à partir qui était déjà en place avec la BEI, qui nous accompagne depuis 2018, que nous avons complété pour des outils de financement du besoin en fonds de roulement qui effectivement nous ont manqué un petit peu dans le passé, que nous avons commencé à mettre en place en 2024 avec d'abord des partenariats avec des banques chinoises, avec évidemment un programme très fort d'affacturage avec un partenaire français, et puis également avec des pools bancaires européens qui nous accompagnent sur le financement de notre activité. Voilà, donc ça c'est une partie de la stratégie. L'autre élément extrêmement important, c'est que nous avons travaillé ces dernières semaines, derniers mois à prolonger le partenariat que nous avons avec la Banque européenne d'investissement qui, comme je vous l'ai dit, nous accompagne depuis 2018. Nous avions une énorme échéance, une échéance importante, de 26 millions qui arrivait échéance en juin 2026, que la Banque européenne d'investissement a accepté de réduire à 6, les 20 millions restants étant rééchelonnés jusqu'en 2030. Donc, un partenariat qui a commencé en 2018 et qui, pour l'instant, continue jusqu'en 2030. C'est un élément extrêmement important pour assurer justement la pérennité et la visibilité en termes de liquidité pour le groupe. Les principales caractéristiques de l'augmentation de capital, je les ai citées. Donc, l'opération se clôture mardi. Le reste, vous avez tous les éléments à la fois sur le site internet de la société. Le syndicat bancaire qui structure l'opération, c'est donc Société Générale via Gilbert Dupont, et puis TPI Cap qui supervisent cette opération importante pour le groupe. Et alors, oui, élément, merci Sophie. Effectivement, ce qui est extrêmement important de souligner, c'est que les actionnaires, certains de nos actionnaires historiques participent de façon extrêmement forte à l'augmentation de capital, en garantissent d'ailleurs le succès, puisqu'ils participent à hauteur de 17,5 millions sur 20 millions. Donc, principalement la BPI, évidemment, Euraseo et puis Noria, voilà, un fonds d'investissement français. Voilà, donc, 3 partenaires qui accompagnent le groupe dans sa croissance depuis de nombreuses années et qui sont là qui montrent toute la confiance qu'ils ont dans le business model et l'envie de continuer à développer Forsee Power et toute la croyance qu'ils ont dans la stratégie, le business model que nous avons mis en place. Et je vais laisser la parole à Christophe sur la stratégie et les perspectives. Si vous le permettez, je vais passer 1 ou 2 minutes, juste montrer sur la souscription comment on fait
On est client EasyBourse pour que ce soit simple et clair pour tout le monde. Voilà. Donc ça, tout le monde pourra voir effectivement la simplicité de la souscription. Donc effectivement, quand on est client EasyBourse, effectivement, vous allez sur votre compte et vous voyez là, dans votre messagerie, il y a eu des messages qui vous ont été déposés. Et puis dans les messages, vous allez voir qu'il y a eu des messages qui ont été mis. Si vous êtes actionnaire, actionnaire de Forti Power, eh bien, il y a une émission prioritaire, on va aller voir ce que c'est. Et si vous n'êtes pas ou pas forcément actionnaire, il y a aussi un message d'offre publique. Donc effectivement, dans l'émission prioritaire, comment ça se passe, juste pour répondre, comment on participe à cette opération, il suffit juste de sélectionner votre compte. Voilà, si vous avez plusieurs comptes EasyBourse, votre PEA, votre PEA PME. On est très mauvais. Hein. Baptiste, c'est un problème de micro. Oui, vous avez un problème de son. Vous avez raison. Et également aussi, quand vous n'êtes pas client, pas actionnaire de Forti Power, et puis aussi ce message-là qui On vous a reçu très très mal. Hein. Je pense qu'il y a eu un problème de son. Mais c'était en image, donc Ouais. ça devrait aller. On va repartir sur la présentation. Stratégie perspective. En plein écran, peut-être, non? Ouais. Ça, c'est moi qui contrôle. Ouais. Eh bien, donc, écoutez, suite à la présentation, différentes présentations, un peu de perspective par rapport à notre développement. D'abord, en termes de stratégie. Notre stratégie est vraiment, comme on l'indique à chaque présentation et tout le long de la présentation, est d'être un spécialiste des systèmes de batterie dans la mobilité, mais en particulier sur des marchés à haute valeur ajoutée et des marchés, on a la mobilité légère qui représente une quinzaine de % de notre chiffre d'affaires et la mobilité lourde qui représente l'essentiel et c'est l'axe principal pour nous. Alors, mobilité lourde pour nous, ce sont les segments notamment du bus, le segment du marché des équipements de construction, les équipements miniers et autres segments connexes et le marché du ferroviaire. C'est sur ces segments-là que nous mettons l'essentiel de nos efforts, l'essentiel de nos moyens, pour lesquels nous disposons des technologies les plus pointues, les mieux reconnues, et pour lesquels nous développons des nouvelles technologies. Et c'est ce à quoi sont, pour une grande partie, alloués de nouveaux moyens au travers de cette augmentation de capital. Alors d'abord, ça, c'est des segments de marché. C'est les segments dans lesquels on excelle. Et en termes de géographie, on se concentre évidemment sur les pays où il y a des industriels. Donc, c'est essentiellement les pays de l'OCDE, pays asiatiques, style Japon, Corée, Australie, sur l'Europe, bien évidemment, notre marché historique, et sur l'Amérique du Nord. Sur l'Amérique du Nord, il y a un certain nombre de doutes et de questions qui sont de dire l'Amérique du Nord, vu la situation actuelle, la situation politique et un véritable ralentissement de questionnement, qu'avons-nous à faire là-bas? Et bien, par chance, on s'est installé avant la crise, on est un des quelques acteurs présents, il n'y en a pas trop. Tous ceux qui arrivent maintenant ont tendance à ne plus y aller, voire à sortir, ce qui fait de notre position une position encore plus unique et encore plus forte. Et quand je dis unique, ce n'est pas unique en tant qu'Européen, unique Européen en Amérique du Nord, mais quasi unique de manière globale. On a 2-3 concurrents sur place, pas plus, ce qui fait qu'aujourd'hui, notre positionnement américain est idéal. Et lorsqu'il y a une demande, lorsqu'il y a un projet, et il passe chez nous. Il passe chez nous et aujourd'hui, même si le basculement vers l'électrique est un petit peu ralenti, les projets, eux, ne sont pas ralentis. Et les projets sont dans les mains de nos équipes d'engineering, nos équipes de projet, qui travaillent sur la conversion de véhicules électriques. En termes de développement pur, aujourd'hui, on va lancer toute une série de nouveaux produits, notamment dans les technologies LFP. Pour ceux qui connaissent un petit peu le marché, vous savez que la techno LFP, phosphate de fer, a tendance à prendre le dessus sur la techno NMC, nickel, manganèse, cobalt, notamment pour les applications à haute énergie. Alors, ce n'est pas vrai sur les applications haute puissance où d'autres technologies sont dominantes. Mais enfin, on développe,
plus de produits dans les technologies LFP aujourd'hui et on a déjà des produits sur le marché. On développe également, Sophie l'indiquait tout à l'heure, des nouvelles générations de BMS. On a des convergences de plateformes. On y intègre toute une série de nouvelles fonctionnalités, notamment relatives à la cybersécurité, au monitoring à distance et quelques autres fonctions. Et enfin, puisqu'on est sur un marché de biens d'équipement et non pas de biens de consommation, pour nous, la relation avec le client est importante et très durable. On travaille 2-3 ans avec un client pour qualifier un produit et commencer la production. Mais ensuite, comme les batteries vont durer 5, 10, 15 ans en fonction des marchés, l'essentiel pour nous, c'est de pouvoir accompagner le client sur la durée avec des solutions certes d'après-vente, mais de maintenance prédictive, de maintenance préventive, d'optimisation de la durée de vie de la batterie dans le véhicule, voire au-delà de la vie du véhicule, de façon à en faire une seconde vie. Donc voilà, tout ça, ça fait partie de notre stratégie qui s'ajuste au fur et à mesure de l'évolution de nos marchés, qui sont des marchés très jeunes, qui sont des marchés qui ne sont pas encore matures et sur lesquels l'adaptabilité et la roadmap technologique sont 2 points clés et sont des points gagnants pour nous. Je ne sais pas, il y a d'autres pages de présentation? Non. Eh bien, donc, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Effectivement, il y avait quelques questions. Est-ce que vous m'entendez mieux là maintenant? Non, le micro est On très vous mauvais. reçoit très, très mal. Je vous laisse regarder les questions. Ouais, dès qu'elles arrivent, alors, On ne les voit pas, là. on ne les voit pas. Dans le chat, c'est bon. Ah si, c'est bon. Non, mais ça, j'ai pas. Alors, on les prend alors. On va les prendre dans l'ordre. Vous avez un beau discours commercial et bien rodé, mais à partir de quel timing vous pensez que le cours de bourse va remonter? Car depuis votre introduction, le cours a baissé de plus de 75%. Malheureusement, je crois plus que 75%. C'est plus que 75%, ouais. Effectivement. Et sans aucune surprise, malheureusement, on va vous répondre qu'on ne sait pas. Parce qu'effectivement, on n'a absolument pas prévu cette chute du cours boursier qui, dans notre industrie, la plupart des entreprises ont eu un cours qui a beaucoup baissé pendant ces dernières années. Beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, ont disparu. On a malheureusement, et on est relativement unique en Europe, on n'a pas de comparable en Europe. Donc, on ne peut même pas se comparer et dire on fait mieux ou moins bien en termes de valorisation boursière. En termes d'activité, on fait mieux, ça c'est indéniable. Mais en termes de valorisation boursière, on ne peut pas se comparer. Ce qu'on peut vous dire en revanche, c'est que vous trouvez aux États-Unis des sociétés qui font des pertes colossales, qui ont des chiffres d'affaires inférieurs aux nôtres et qui ont des valorisations stratosphériques par rapport aux nôtres. Que font-ils de magique que nous ne faisons pas? Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. On n'est pas sur les mêmes marchés, on n'est pas sur les mêmes bourses. Ce qu'on regrette souvent d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, nous, on va notre chemin. On est aujourd'hui dans l'industrie, en tout cas, dans nos métiers, au niveau de nos fournisseurs, au niveau des clients et au niveau voilà, l'ensemble même des concurrents. On est aujourd'hui une référence globale dans nos marchés, sur nos segments, et on va notre chemin, on continue à gagner des clients, on continue à délivrer. Et je suis convaincu qu'à un moment, le marché boursier, lui aussi, saura reconnaître cette performance. Merci Christophe. Il y a également une question qui est plus relative à l'opération en elle-même. Alors, avec plusieurs questions. Pourquoi pas de DPS ou de priorité aux actionnaires actuels? Que se passe-t-il si d'ici mardi, le prix de l'action passe en dessous du prix de l'ACA? Êtes-vous confiant pour obtenir les 20 millions et avez-vous une clause d'extension au-delà des 20 millions? Alors, dernière question, oui, on a une clause d'extension de 15%. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est ouvert à tout le monde. Effectivement, il n'y a pas de DPS, mais l'opération est ouverte à tout le monde. Donc, on invite tous, investisseurs particuliers, à souscrire à cette opération. Voilà. Et si ça passe, l'ACA, de toute façon, elle est assurée. Voilà ça, elle est assurée à 41 centimes, quel que soit le cours. Depuis qu'on a démarré l'opération, le cours semble se stabiliser autour de 41 centimes, y compris aujourd'hui. Ouais. Tout à fait. Est-ce que les orientations américaines en cours créent un risque? Le risque, on l'a consommé depuis, et c'est pour ça qu'on a fait également un profit warning. Aujourd'hui, la situation économico-politique est extrêmement instable.
C'est la raison pour laquelle, d'abord aux États-Unis, pour le moment, la facturation ne démarre que très très doucement. C'est la raison pour laquelle le niveau de commande en Europe est relativement bas. C'est la raison pour laquelle beaucoup de projets d'électrification ont été reportés. Donc le risque, il est consommé. On est en plein dedans de cette situation. Pour autant, et je vais le répéter, aux États-Unis, on a une usine, on est une des rares sociétés à avoir une usine totalement fonctionnelle, totalement opérationnelle, et on bénéficie de ça pour tous les projets qui sont en train de voir le jour en électrification. Et en Europe, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, nos équipes sont plus que saturées à gérer les nouveaux projets. Alors, aujourd'hui, beaucoup de constructeurs prolongent leur série de véhicules à moteur thermique. Ils maximisent les profits sans investissement. Et ils retardent le lancement de leurs véhicules électriques. Mais les équipes de développement de quasiment tous les fabricants de véhicules, que ce soit dans tous les segments dans lesquels on travaille, sont uniquement focalisés à développer des véhicules électriques. Ces véhicules sortiront. Il faudra peut-être 6 mois de plus, 1 an de plus, 18 mois de plus, je ne sais pas, mais ils sortiront. Et à ce moment-là, nous en serons les grands bénéficiaires. Quelle est la durée totale prévue pour l'opération? Donc, on l'a dit, c'est ouvert jusqu'au mardi. 17, jusqu'à mardi. Franck l'a expliqué tout à l'heure. Il y a une question sur le lithium. Alors, comment envisagez-vous l'avenir face à la raréfaction du lithium sur la planète et les problèmes écologiques liés à l'extraction du lithium? Je peux prendre cette question. Tu peux, vas-y. Alors, déjà, il n'y a pas de rareté sur le lithium. Non. On a tendance à mettre tous les matériaux, dire que dans les batteries, il y a des terres rares. Il n'y a pas de terres rares. Alors, il n'y a pas de rareté sur le lithium et il n'y a pas de terres rares. Et il n'y a pas de terres rares, ni l'un ni l'autre. En revanche, il y a des matières qui sont un petit peu plus complexes à trouver. Le lithium, il y a encore beaucoup de réserves dans le monde qui ne sont pas exploitées. En revanche, c'est vrai que d'un point de vue écologique et par rapport à l'eau, l'extraction du lithium peut parfois poser problème. Alors, ce qui va se faire de plus en plus, c'est déjà le recyclage. Le recyclage du lithium et des batteries de manière générale se fait plutôt bien, contrairement aux idées reçues, puisque on arrive aujourd'hui avec des technologies qui peuvent encore évoluer en Europe à 80-85% de taux de recyclage des systèmes de batterie. Donc ça, c'est le premier point. Et sur d'autres matières qui vont être un petit peu plus complexes socialement et écologiquement à extraire, voilà, la partie recyclage joue beaucoup, mais il y a également des évolutions technologiques qui ne vont pas reposer uniquement sur le lithium ou sur du cobalt et autres, qui vont permettre de produire des systèmes de batterie sans avoir recours à ces matières. Oui, alors par exemple, le phosphate de fer, qui est une technologie surtout promue par les Chinois, il n'y a pas de nickel, de manganèse ou de cobalt, par exemple. Puis ensuite, vous avez une nouvelle génération de produits qui arrivent, notamment l'une d'entre elles, c'est le sodium-ion, il n'y a pas de lithium du tout. Donc voilà, donc nous, on est intégrateur de système, on n'est pas électrochimiste, on n'est pas fabricant, on n'est pas une gigafactory qui met des milliards sur un accumulateur. On intègre les technologies telles qu'elles arrivent, on les valide, on les teste, et quand elles sont dans la performance nécessaire au bon fonctionnement du véhicule, et qu'elles sont produites en quantité et en coût stable, eh bien, on intègre les produits. Et donc, on intègre une nouvelle chimie telle qu'elles arrivent au fur et à mesure. Je suis dans le métier de la batterie depuis plus de 30 ans, et puis en 30 ans, je peux vous dire que les évolutions de technologie ont été extrêmement nombreuses. Quasiment à chaque stade de l'évolution, on s'est posé des questions par rapport à une chimie. Et bien, chaque fois, on est arrivé 5 ans après, 10 ans après, sur d'autres chimies, avec d'autres métaux, d'autres alliages et d'autres problématiques. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur l'électrification des véhicules agricoles ou des travaux publics? Alors, ce sont 2 segments intéressants pour nous. Dans le domaine des travaux publics, donc de la construction, le basculement va être fort dans les années qui viennent, pour différentes raisons. D'abord, dans les travaux, en tout cas en zone urbaine, périurbaine, etc., tout va basculer vers l'électrique. Non seulement parce que les batteries sont extrêmement performantes pour ce genre d'engin, contrairement aux idées reçues, l'autonomie est très faible. L'autonomie requise sur un engin de chantier est très faible. Pourquoi? Parce que l'engin, il arrive sur un camion, sur le chantier, il bouge un petit peu sur le chantier, mais en réalité, c'est que le mouvement de l'outil qui est à électrifier. Alors, il faut des batteries puissantes, on en a de très puissantes, extrêmement performantes pour ça, mais donc c'est assez facile de transformer un équipement de chantier de construction en électrique. Donc ça, c'est un marché, on est très fort là-dessus. On a plus d'une dizaine de grands acteurs mondiaux
qui ont signé avec nous, japonais, européens, américains. On a d'ailleurs toute la journée chez nous aujourd'hui. Et puis, donc, ce marché-là est essentiel pour nous. Le deuxième marché, c'est celui de l'agricole. L'agricole est différent. L'agricole, les projets qui voient le jour aujourd'hui, japonais, européens, américains, sont des projets d'hybridation de véhicules. Pourquoi? Parce que dans l'agricole, vous êtes souvent dans les champs. Alors, vous pouvez être dans la ferme. Quand vous êtes dans la ferme, et c'est des engins agricoles uniquement au niveau ferme, là, vous allez l'électrifier complètement. Mais les grands engins agricoles qui sont dans les champs travaillent sur des plages horaires, pas toute l'année, mais lorsqu'ils travaillent, ils travaillent sur des plages horaires énormes, demandent des autonomies énormes. Et aujourd'hui, on est limite, et assez limite, franchement, par rapport à l'autonomie que l'on peut apporter pour les engins agricoles. Donc, ça prendra, en tout cas, pour les grands travaux des champs, ça prendra encore un petit peu plus de temps. Alors, pardon. Tac. Avez-vous pu apprécier une rentabilité de vos investissements depuis l'origine? Quelle est la rentabilité des CMO et du coup, quelle est la sélectivité de vos investissements? En d'autres termes, quelle discipline pour garantir une bonne rentabilité des investissements? D'abord, on est sur des marchés nouveaux, on est sur un marché émergent. Donc aujourd'hui, on est à la fois extrêmement sélectif, on refuse toutes les semaines des projets, toutes les semaines, malheureusement. Et c'est pas qu'on n'ait pas envie de les traiter, mais aujourd'hui, on ne va littéralement que sur des projets, d'abord dans nos marchés à nous, qui potentiellement ont des volumes suffisants. Typiquement, notre cible de clientèle, ce sont des clients qui vont avoir entre 5 et 50, 60 millions de chiffre d'affaires par an potentiel, lorsque leurs gammes de produits seront électrifiées en série. Pourquoi? Parce que d'une part, on a en général 1, 2 à 3 ans de temps de développement avec les clients, durée pendant laquelle on paye des ingénieurs qui vont travailler. Certes, on va se faire payer un petit peu, mais pas la totalité du coût. Donc, au moment où on va arriver en série, il faut qu'il y ait un payback de tous ces efforts de développement. Et pour se donner plus de chances d'avoir un payback, on va vers des acteurs leaders, des acteurs établis. C'est un peu une ségrégation vers des boîtes très importantes et connues, plutôt que d'aller vers des startups, parce que le taux d'échec sur les startups est quand même colossal. Et même quand ce n'est pas des startups, c'est plutôt des boîtes qui ont déjà des parts de marché. On se dit, quand on bosse avec eux, ils ont déjà 5%, 10, 20, 30% de parts de marché en thermique. Donc, quand ils basculeront en électrique, on aura nous aussi une part de marché. Ils auront aussi une part de marché significative et nous de la même manière. Donc, en fait, quand on va vers un projet dans nos marchés à nous, on ne va pas se disperser, traiter des projets dans des marchés qui ne sont pas les nôtres, mais dans nos marchés à nous, on fait un calcul sur des projets complets qui inclut les coûts de développement, les coûts d'ingénieurs pendant plusieurs années, et avec le volume de série que l'on va faire derrière, et bien sûr tout ça avec le facteur marge qui rentre en ligne de compte. On ne va pas vers les petits projets de niche qui ne génèrent pas assez de volume. On ne va pas non plus vers des projets où le client n'est pas sur des plateformes où nos produits pourraient être utilisés moins de 5 ans ou plus. Je peux me permettre pour ajouter, on a un système en fait qui permet, Christophe parlait de phase de développement assez long, 1 à 3 ans par rapport aux besoins définis par des clients. Donc on a un système de gate, on passe des étapes de développement où chaque fois, pour chaque gate, on se pose la question, donc ça permet de gagner en maturité aussi dans la connaissance du besoin du marché. Et donc, est-ce qu'on engage ou est-ce qu'on arrête le projet? Est-ce qu'on continue à avancer dans le développement de ce projet? Donc, et à chaque fois, on met en parallèle les coûts nécessaires au développement pour arriver à un produit fini et le potentiel commercial de ce produit fini. Et donc, tout ça est remis à jour en fonction dans les différents stades de développement. Et c'est extrêmement cadré normativement aussi, puisque le potentiel commercial définit aussi la capacité que nous avons à immobiliser nos frais d'innovation. Donc voilà, tout ça est très cadré, très normé. C'est des systèmes qu'on trouve beaucoup dans l'industrie automotive même, en règle générale, très très classique, qui permet justement à chaque étape de vérifier que nous sommes nous avons les débouchés nécessaires. Après, on n'est pas à l'abri, évidemment, que nos clients nous passent commande sur des marchés
pourtant qu'ils pensaient maîtriser. Je pense à des marchés, notamment les véhicules légers, où les débouchés sont finalement pas aux attentes de nos clients finaux. Ensuite, oui, effectivement, on n'est pas à l'abri de marchés qui ne décollent pas ou qui ne décollent pas assez vite, etc. etc. C'est ça le risque dans cette industrie très nouvelle, qui n'est pas mûre, où la variabilité est importante. Après, pour des projets très, avec notamment dans le ferroviaire, on a effectivement notamment nos clients qui supportent les frais de développement avec nous, auxquels on facture des frais de développement pour développer pour eux la solution qui leur est très spécifique. Il y a une question sur des détentions par certains fonds. On ne commande pas les parts de participation au capital sur ce qui n'est pas communiqué officiellement. Il y a une question relative à l'annonce concernant le pacte drone aérien de défense. Alors ça, je veux bien répondre. On a communiqué, je pense, hier ou aujourd'hui. Forcy Power est donc une société française avec des moyens de production en France. La Direction générale de l'armement a lancé une initiative pour le pacte drone, pour la production locale de drones. Et donc, ils ont besoin de fournisseurs de systèmes de batterie. Comme on a un panel assez large, ça nous permet de voir quels sont les besoins et on avisera ensuite en fonction des projets si on va plus loin dans la participation à ces projets de défense. Tout comme il y a de gros enjeux de souveraineté industrielle dans les moyens de défense et militaires, et Forcy Power potentiellement peut travailler sur l'électrification de véhicules. Ce qui est le cas déjà. C'est déjà le cas d'ailleurs, de type camions et autres. On a des projets en Amérique du Nord et en Europe, et forcément ce sont des marchés qu'on regarde attentivement puisqu'on a une base industrielle en fait qui se prête très bien à ce type de projet. Alors, on a des nouvelles questions. Quel est le montant de votre crédit impôt recherche? En 2024, 1,8 million. Question pour le mode d'investissement. Quelles sont les modalités possibles avec quels avantages fiscaux? Alors, on est sec là. On n'est pas très on n'est pas très. Oui, on parlait du crédit d'impôt recherche. Voilà. Non, mais l'investissement pour les investisseurs. Pour les investisseurs, chez nous, je suppose. Je pense que c'est ça. PME. Oui, ok, d'accord. C'est pour les investisseurs, c'est PMA, PEA. Ouais, Jean-Baptiste, oh là là, ça grésille. Ça grésille. Mais... Si vous mettez peut-être que si vous l'écrivez sur le chat en quelques mots. Je pense que c'est nos investissements à nous. Il y a d'autres questions peut-être? On a pas mal balayé. Il faut que je développement. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le pacte drone aérien, on n'a pas parlé. Oui, le pacte drone. Ouais. Bon. Il y a plus de Est-ce qu'il y questions? a d'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions. Et on a Jean-Baptiste. Oui, alors, c'est Jean-Baptiste, on ne vous entend pas. On entend un grésillement uniquement. En revanche, il y a une nouvelle question qui peut être intéressante, qui est intéressante. Il n'est pas normal qu'avec tous vos projets et vos perspectives de développement, le cours de l'action soit si bas. On est d'accord? Oui, on est bien d'accord. Soit les investissements ne sont pas assez rentables, soit vous surinvestissez. Alors, les investissements, alors aujourd'hui, deux choses. Sur ainsi, certainement pas. Au contraire, aujourd'hui, et c'est fondamental chez nous par rapport à la concurrence, c'est pour ça que une grande partie des concurrents ont disparu, y compris les plus gros, qui ont massivement surinvesti.
Quand vous êtes dans un marché qui n'est pas encore mûr, quand vous surinvestissez et que la technologie change tous les ans, vous êtes quasiment certain de faire un write-off de vos investissements. Ça n'a jamais été notre cas. On investit de façon très modérée en CAPEX. On a fait combien l'année dernière ou cette année en moyenne? On fait 11 millions. Une dizaine de millions d'euros, ce qui est 10 millions d'euros, ok, CAPEX c'est une somme significative, mais qui est une somme tout de même modérée. On a énormément de concurrents qui, lorsqu'ils lèvent 50 millions, dépensent 50 millions en CAPEX et font un write-off l'année après. On ne l'a jamais fait. C'est pour ça qu'on est là, qu'on continue à avancer, qu'on gagne des clients. Et c'est vraiment c'est fondamental chez nous et on va continuer comme ça. En revanche, c'est vrai que la masse critique est difficile à atteindre, surtout en ce moment où beaucoup de projets sont mis en attente, sont mis en stand-by ou sont retardés. Donc, ce qui joue contre nous, c'est effectivement le volume global pour le moment, mais ce volume global, évidemment, qui viendra dans la mesure où tout le monde bascule vers l'électrique et les programmes sont en cours. Donc, nous, on a besoin d'arriver à ce moment. Cette année, en 2025, la situation politique, malheureusement, joue contre nous, mais ce moment où ces programmes que nous avons réalisés avec les clients et les programmes qui sont en cours passent à l'électrique, passent en série, et là, effectivement, on dépassera largement la taille critique qui nous permettra d'amortir nos investissements. L'augmentation de capital de 2023 a-t-elle été totalement consommée? Alors oui, elle a été totalement consommée pour deux raisons. Déjà, parce qu'il fallait financer la construction et le développement aux États-Unis. On est à plus de 20 millions entre les CAPEX et les coûts opérationnels, tous les coûts opérationnels de montage de filiales et de développement commercial. Donc c'est un investissement extrêmement important pour le groupe, mais extrêmement stratégique. Donc quasiment la moitié donc, dans l'usine américaine. Effectivement, en 2023 aussi, on avait des conditions de financement de notre exploitation qui étaient épouvantables. Enfin, épouvantables, on avait très peu de crédits fournisseurs, en tout cas de nos fournisseurs asiatiques en termes de cellules qui nous fournissaient upon delivery. Donc, ça a été tout le travail. Et on a brûlé du cash sur l'exploitation à hauteur de 19 millions, rien qu'en 2023. Donc, c'est pour ça que tout l'accent a été mis fin 2023, début 2024, enfin même très rapidement pour justement mettre en place les outils de financement du working capital que nous avons maintenant. C'est pour ça que vous voyez, vous pouvez constater dans les comptes 2024 que les flux d'exploitation ont été positifs, à la fois par les l'EBITDA, évidemment, et par le working capital, le besoin en fonds de roulement. Et après, donc, effectivement, les programmes lourds d'investissement sont derrière nous, comme nous l'avons déjà dit. Il reste que, pour l'instant, les États-Unis, par exemple, restent tant que on est en phase de développement commercial. Les premiers contrats, comme vous avez pu sans doute le voir dans la presse ou sur les plateformes, les premiers contrats commencent à rentrer. Donc, progressivement, il va y avoir un effet de levier extrêmement important aux États-Unis dès que le marché se sera stabilisé après les différentes annonces sur les droits de douane de l'administration fédérale. Jean-Baptiste, c'est plus un commentaire pour vous de la part d'un participant qui souhaite que les éléments sur les modalités de souscription soient envoyés par messagerie EasyBourse. Je passe l'information. Une question commentaire. Les pays européens ont actuellement des problèmes financiers. Ils sont très bons pour lancer des projets, beaucoup plus frileux pour lancer la réalisation. Quel est l'impact sur le budget de votre société de ce frein financier? Le frein financier, côté bancaire ou investisseur, on ne l'a pas, puisqu'on est accompagné à la fois en France par la BPI, en Europe par la BEI, qui sont un peu plus frileux et beaucoup plus sélectifs aujourd'hui dans le type de projet qu'ils accompagnent. Donc nous, on ne peut pas se plaindre de cette frilosité côté investisseur, au niveau des États en tout cas, ou au niveau européen. Au niveau des investisseurs privés, c'est vrai que vu le cours de l'action, on voit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de ruée sur des sociétés, des technologies comme les nôtres. On le regrette, contrairement au marché nord-américain. Ensuite, en ce qui concerne le côté clientèle, on a longuement débattu, on a longuement parlé du sujet là pendant une demi-heure ou pendant presque une heure. Aujourd'hui, la crise globale sur les marchés fait que
beaucoup de projets de nos clients sont freinés ou sont reportés, mais arriveront. Et ça, c'est un point certain. Je vous le disais plusieurs fois tout à l'heure, tout le monde ne fait que développer de l'électrique. Et je vois une autre question d'une autre personne, et on a dû zapper cette question-là. Elle était relative à la discipline managériale pour la sélectivité des projets. J'ai vu ça quelque part tout à l'heure. C'est la dernière. C'est ce que disait tout à l'heure Franck, et ce que je mentionnais, c'est-à-dire c'est nous des revues. On a ce qu'on appelle un processus de gate, de jalons particuliers. Et systématiquement, lorsqu'un nouveau projet arrive, toutes les semaines, d'ailleurs c'est le vendredi matin, on a une revue de tous les nouveaux projets qui arrivent avec une étude économique du projet. Et c'est uniquement si un projet passe ce jalon-là que des ressources sont mises à contribution pour traiter le projet. Et ensuite, vous arrivez à un autre jalon où on a fait une première étude, une première présentation au client. Si on n'entre pas dans une épure économique pour nous, à nouveau, on a un jalon qui nous dit « OK, go ou no go » sur ces projets-là. Chez nous, franchement, c'est très normé. Ensuite, on le disait, c'est pas pour autant que le client, parfois à beau potentiel et à belle perspective, arrive lui-même au succès qu'il a annoncé, voire qu'il a écrit. Pas d'autres questions. Il y a une question, est-ce que l'entreprise fait du bénéfice, Franck? Non, mais... Pas aujourd'hui. En EBITDA, oui, mais pas encore en résultat net, non. Ce qui est normal pour une entreprise à ce stade. De l'importance de l'augmentation de capital aussi pour renforcer nos fonds propres, puisque nous, effectivement, nous consommons chaque année encore, même si c'est de moins en moins, nous consommons encore des fonds propres. Et donc, il est important de maintenir un bon niveau de fonds propres dans l'équilibre financier de l'entreprise. L'analyse post-mortem des projets pour calibrer. Franchement, l'analyse post-mortem aujourd'hui, elle est vraiment, c'est du retard de lancement. Franchement, c'est la prolongation. Aujourd'hui, l'essentiel des déconvenus sont liés à des retards de lancement. On a prévu, je prends un exemple, tel constructeur de tel matériel de chantier a prévu de passer sur les 3 ans qui viennent un tiers de sa gamme sur l'électrique. Mais finalement, il décide de lancer ça que 2 ans plus tard. Et ben voilà, pendant 2 ans, on n'avait pas de recette. Vous êtes le fournisseur sur la nouvelle plateforme, mais la nouvelle plateforme n'est pas lancée. Et donc, vous êtes là et vous avez fait l'effort de développement, vous êtes qualifié sur la plateforme, vous savez que quand ça démarrera, pendant les 5-7 ans qui suivront, vous allez facturer. Mais il faut attendre le moment où vous facturez. Aujourd'hui, c'est le cas principal que l'on vit. Et oui, elle est très liée à la courbe, au stade de la courbe où nous nous trouvons. On n'est pas sur des marchés matures, donc on est sur des marchés qui sont soit en phase de démarrage, soit en phase de développement. Donc, ils sont en croissance, mais certains sont vraiment au stade très peu avancé. Donc, mécaniquement, c'est très compliqué d'avoir des analyses post-mortem sur des marchés qui ne sont pas matures, en fait. Ouais. Il y a un segment de marché sur lequel il y a une cause différente, c'est sur l'hydrogène. Il y a des projets de véhicules à hydrogène, piles à combustible, où on a eu des cas d'annulation de projet. Ça, mais c'est une petite fraction de nos projets. L'essentiel de nos projets sont sur du pur électrique à batterie. Et encore une fois, nos process nous permettent justement, et c'est tout le sujet, parce qu'on sait qu'on a des moyens limités, c'est d'arbitrer, de se poser la question, est-ce que tel projet, on l'arrête, tel projet, on le suspend, tel projet, on le continue en fonction des débouchés commerciaux que nous remontent l'ensemble des équipes commerciales du groupe, donc qui sont en contact permanent avec nos clients. Et ça, c'est quelque chose de très, à la fois évidemment en termes de rentabilité et de profitabilité de l'entreprise, c'est essentiel. Et c'est d'une façon extrêmement normée d'un point de vue comptable, puisque la norme, bon, peu importe la norme, mais c'est extrêmement normé et très surveillé par nos commissaires aux comptes. Voilà. Eh bien, je pense qu'on est arrivé à peu près au bout des questions.
Quel risque d'obsolescence lié à cette période d'attente? Bon. Je ne peux pas complètement répondre à la question, mais je ne perçois pas de risque d'obsolescence sur un retard au lancement de 6 mois, 12 mois, voire même si c'était 18 mois. C'est pas, la vitesse de changement des technos n'est pas à hauteur de ce genre de décalage. Donc, on n'a pas... Et puis, quand vous développez un nouveau produit, c'est 2 ans à peu près pour développer le produit. En plus, on n'est pas fabricant de cellules, hein, on est intégrateur, c'est-à-dire qu'une innovation qui arrive sur le marché au niveau des cellules, c'est des cycles de 5 ans minimum, voire plus que ça. Donc, nous, de notre côté, on a tout le temps pour corriger le tir. En revanche, pour les fabricants d'accumulateurs, les Gigafactories, c'est autre chose. Parce qu'ils ont une énorme inertie. Donc, c'est plus dur à gérer, voire très compliqué à gérer. Eh ben, merci à tous. Je crois qu'on arrive au bout. Merci. Merci beaucoup. Merci à EasyBourse, merci à Jean-Baptiste, même si on a beaucoup de mal à vous entendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Au revoir.